Mes parents ont tout légué à mon jeune frère après que j'ai payé 80 000 $ pour sauver l'entreprise familiale. Un an plus tard, ma mère m'appelle, ton père est à l'hôpital, on a besoin de 20 000 $. J'ai simplement répondu, demandez à l'héritier. Mon père a dit, à partir d'aujourd'hui, tous les biens, y compris l'entreprise, les actions et les biens immobiliers, seront remis à Matteo. C'était son annonce à toute la famille et aux proches lors de la réunion de Pâques de l'année dernière. Même si j'avais dépensé 80 000 $ pour sauver l'entreprise familiale avant cela, ils ne m'ont pas choisi simplement parce que je suis vétérinaire, une profession autrefois dédaignée comme consistant à passer toute la journée à soigner des animaux sales. Puis, un an plus tard, lorsque mon père a été hospitalisé et avait besoin de 20 000 $ pour son traitement, c'est ma mère qui est venue me voir, me suppliant de l'aider. À ce moment-là, j'ai dit, demandez à l'héritier. Maintenant, suivez mon histoire et dites-moi, ai-je eu tort de refuser d'aider l'homme même qui m'a donné la vie? Bonjour à tous, je m'appelle Adam. J'ai 30 ans, je vis à New York et je dirige une chaîne de services de soins pour animaux de compagnie. Le travail est stable, les revenus sont décents. J'ai ma propre maison, une voiture et un petit bureau ensoleillé, où je travaille souvent tard le soir. De l'extérieur, les gens pensent que j'ai de la chance, une famille fière et aimante est sûrement derrière moi. Mais il n'y a pas de famille, ou s'il y en a une, c'est celle que j'ai quittée il y a exactement un an. Je me souviens encore clairement de ce jour-là, debout au milieu d'une réunion de famille bondée, regardant droit dans les yeux de mes parents et disant « Je n'ai plus ma place ici ». Ce n'était pas une décision facile, mais lorsque vous avez été poussé au bord du silence, au bord de la déception, vous êtes obligé de choisir, soit continuer à l'endurer, soit sortir de ce cycle pour de bon. Aujourd'hui, je raconte cette histoire non pas pour blâmer qui que ce soit, ni pour me justifier, mais pour me rappeler que parfois, pour vraiment vivre, il faut être prêt à perdre la chose même qu'on pensait autrefois impossible à laisser partir. Un dimanche après-midi à la fin du mois d'avril de l'année dernière, juste à Pâques, j'ai quitté ma famille, fermement et sans regret. Le soleil était au rendez-vous ce jour-là, juste assez pour sécher les flaques de pluie laissées sur le sol après une série d'averses printanières froides. J'avais quitté Manhattan tôt, conduisant à travers des rues parsemées de gens se rendant à l'église, secrètement heureux qu'après si longtemps, toute notre famille se réunisse enfin. Pour moi, être à l'heure a toujours signifié arriver tôt, au moins 15 minutes à l'avance, et cette fois n'était pas différente. Quand je suis arrivé, la maison bourdonnait déjà de bavardage et de rire. Comparée aux fêtes précédentes, celle-ci était beaucoup plus fréquentée, des parents de près et de loin, dont beaucoup que je reconnaissais de visage mais dont je ne me souvenais pas du nom. Maman a dit qu'aujourd'hui était spécial, que papa avait quelque chose d'important à annoncer. Je n'ai pas demandé ce que c'était. J'ai posé le gâteau mousse au chocolat sur le comptoir de la cuisine, celui que maman adorait d'une petite boulangerie cachée dans une ruelle de Brooklyn. Ces dernières années, j'avais toujours ramené quelque chose à la maison, une bouteille de vin rouge, une boîte de pâtisseries artisanales, ou simplement un bouquet de ses fleurs préférées. Ces petits cadeaux ne changeaient pas la distance entre nous, mais, au fond, je pensais qu'ils préservaient peut-être un éclat du soleil que j'essayais encore d'être. 20 minutes plus tard, la fête a commencé comme toutes les autres, tintement des verres, parfum de viande grillée et de pommes de terre rôties remplissant la maison, conversation familière sur les prix de l'immobilier, les fluctuations boursières et les écoles où allaient les enfants. Je me suis assis au coin de la table, mangeant tranquillement et écoutant. Je ne me suis pas joint à la conversation, je n'en ressentais pas le besoin. Puis, environ 30 minutes après que tout le monde se soit installé, mon père s'est levé, a levé son verre de vin et a parlé de sa voix tonitruante, celle qu'il n'utilisait que lorsqu'il était sur le point de faire une grande annonce. Tout le monde, s'il vous plaît, taisez-vous. Nous avons quelque chose à partager. Immédiatement, la pièce est devenue silencieuse. Mon père a continué, notre famille a pris une décision. À partir d'aujourd'hui, tous les biens, y compris l'entreprise, les actions et les biens immobiliers, seront remis à Matteo. À ce moment-là, la pièce est devenue complètement silencieuse. J'ai senti mon cœur ralentir d'un demi-battement. Puis, presque comme sur un signal, les applaudissements ont été forts, précipités et enthousiastes, comme si tout le monde avait su. Juste après que ma mère ait parlé, ses yeux brillants comme si elle venait d'accomplir le but de sa vie, Matteo travaille dans l'entreprise familiale depuis 5 ans maintenant, et ce sera lui qui perpétuera l'héritage, pour le faire passer au niveau supérieur. Après leur annonce, je suis resté assis là, à regarder le verre d'eau devant moi. Le froid du verre me pressait le bout des doigts, mais il ne pouvait pas engourdir la douleur qui se répandait dans ma poitrine. Les applaudissements montaient autour de moi, vague après vague,
comme des coups de marteau frappant la chaise sur laquelle j'étais assis. Personne ne m'a demandé ce que je pensais. Personne n'a regardé dans ma direction. Personne n'a dit « Et Adam ?» J'étais là, mais personne ne m'a vu. J'étais là, mais, à leurs yeux, j'avais été rayé de l'histoire il y a longtemps. Je savais qu'ils favorisaient Matteo, mais je ne pensais pas que ce serait aussi évident. Matteo est mon frère cadet, de 2 ans mon cadet. En grandissant, nous n'étions pas inséparables, mais nous n'avons jamais eu de véritable conflit. Aux yeux de nos parents, je croyais que nous étions égaux parce que mon enfance était définie par un souvenir clair, l'équité. À l'époque, tout était divisé en deux gâteaux d'anniversaire, 2 sacs de bonbons identiques, 2 vélos presque identiques, juste de couleurs différentes. Même lorsque nous avions des ennuis, la punition était toujours la même, personne ne s'en sortait plus facilement que l'autre. Je me souviens encore quand nous avons tous les deux gribouillé sur le mur, et maman nous a fait nous agenouiller et frotter chaque marque de crayon. Pas de favoritisme. J'ai grandi en croyant que je venais d'une famille juste jusqu'à mes 18 ans. C'était un soir de début d'automne. Assis dans le salon, j'ai dit à papa que je voulais étudier la médecine vétérinaire, docteur en médecine vétérinaire. J'ai fait des recherches, choisi une école et même obtenu une bourse partielle. Tout ce dont j'avais besoin était un peu d'aide financière pour commencer. Je pensais qu'il me poserait des questions sur mes projets, me donnerait peut-être des conseils, ou au moins, me ferait un signe d'encouragement. Au lieu de cela, il est resté assis là, les bras croisés, les yeux perçants et froids, comme si je venais d'annoncer quelque chose de honteux. Je ne vais pas mettre un seul centime dans cette carrière. Si c'est ce que tu veux, tu es seul. Cette seule phrase, si simple, si définitive, a complètement coupé le fil qui m'avait autrefois lié à tous les espoirs que j'avais sur ce que la famille était censée signifier. Je ne le comprenais pas à l'époque. Je ne comprenais pas pourquoi un choix de carrière pouvait me faire sentir comme un traître. Il m'a fallu des années pour réaliser que ce que j'avais choisi ne correspondait pas au plan qu'ils avaient pour moi, et, à partir de ce moment-là, je n'étais plus la fierté de la famille. Ce rôle est lentement passé à Matteo. Depuis le jour où j'ai dit à mon père que je voulais étudier la médecine vétérinaire, tout a lentement commencé à changer. Non pas par des paroles dures ou une désapprobation directe, mais par une distance tranquille et progressive. Avec le temps, j'ai appris à me taire. Je pensais que c'était peut-être le prix à payer pour avoir choisi un chemin différent de celui qui m'était tracé. Mais même dans cette distance croissante, je ne leur ai jamais tourné le dos quand ils avaient besoin de moi. J'envoyais toujours des fleurs à maman pour la fête des mères. Je participais toujours quand papa avait besoin d'un nouveau climatiseur au milieu de l'été. J'étais toujours là quand l'entreprise traversait des moments difficiles. Je n'ai jamais tenu les comptes. Et c'est peut-être pour cela que la trahison a été si profonde, parce qu'elle venait de la seule personne que je croyais ne jamais me traiter comme un étranger, mon père. Je n'oublierai jamais ce qu'il m'a dit il y a 1 an lorsqu'il a appelé tard un soir. Sa voix était basse, un peu tremblante, comme s'il s'était débattu avec lui-même avant de finalement appeler. Cette nuit-là, l'entreprise était en crise. Un contrat majeur avait échoué à la dernière minute, et ils avaient besoin de 80 000 $ pour éviter un effondrement total. J'ai évoqué l'idée de faire une déclaration officielle à la famille, ou au moins de rédiger un document reconnaissant ma contribution à l'entreprise, mais il a immédiatement refusé. Il a essayé de me rassurer avec une seule phrase, « Quand ta mère et moi serons partis, tu auras toujours une part de l'entreprise. C'est une affaire de famille, après tout. » À ce moment-là, je n'ai rien demandé de plus. Dès le lendemain matin, j'ai viré 80 000 $ sur le compte de l'entreprise. Pas de contrat, pas d'accord écrit, juste les paroles de mon père, prononcées tranquillement après une longue pause au téléphone, « Quand ta mère et moi serons partis, tu auras toujours une part de l'entreprise. C'est une affaire de famille. » Et j'ai hoché la tête. J'ai stupidement cru à ce seul mot qu'il a souligné, « famille ». Mais maintenant, en regardant en arrière, j'aurais peut-être dû demander un accord signé. J'aurais peut-être dû savoir que, pour certaines personnes, la famille n'a d'importance que lorsqu'elles sont dans le besoin. De retour à cette réunion de Pâques il y a exactement 1 an, juste après que mon père se soit levé et ait déclaré que Matteo hériterait de tout, je ne suis pas resté silencieux comme je l'avais fait tant de fois auparavant. J'ai pris la parole, clairement, fermement, et moi. La question a résonné alors que les verres à vin étaient encore en l'air. La pièce est tombée dans un silence gênant. Quelques personnes se sont tournées pour me regarder, comme si elles réalisaient seulement que j'avais été là tout le temps. Je pouvais entendre les chuchotements qui se répandaient dans la pièce. C'est vrai,
et Adam? C'est le frère aîné de Matteo. Alors que la tension se répandait comme un léger brouillard, ma mère est intervenue. Sa voix était douce, comme toujours, comme si elle essayait de faire passer quelque chose de blessant pour raisonnable. Adam, tu as déjà une carrière, une maison, une voiture. Mais Matteo, il n'a rien. Au moment où elle a fini, je l'ai regardé droit dans les yeux. Ma voix était basse, mais chaque mot tombait lourdement, comme des pierres qui tombent. Cette carrière? Je l'ai construite de mes propres mains. J'ai quitté la maison à 18 ans et j'ai tout compris par moi-même. Je n'ai pas pris un seul centime de toi ou de papa. J'ai obtenu une bourse, j'ai travaillé pendant mes études et j'ai économisé chaque dollar. Pendant ce temps, vous avez payé tous les frais de scolarité de Matteo et couvert toutes ses dépenses. Et maintenant, vous lui remettez tout comme si je n'avais jamais existé. Je suis votre fils, moi aussi. Avant que quiconque puisse répondre, Matteo est intervenu, la voix pleine de suffisance. Maman a raison. Tu ne devrais pas rivaliser avec moi. Je me suis retourné d'un coup sec, le pointant du doigt. Ferme ta bouche. Tu n'as même pas le droit de parler. La pièce est devenue silencieuse. Et puis mon père a claqué sa main sur la table, la voix perçante, chaque mot comme une gifle. Ça suffit, Adam. Matteo a suivi le chemin que nous avions tracé. Toi non. Si tu n'avais pas choisi ces animaux sales, cette entreprise aurait été la tienne. Je me suis figé un instant. Puis je lui ai répondu, de quoi diable parlez-vous? C'est une insulte. Vous rendez-vous compte que c'est grâce à ces soi-disant animaux sales que j'ai gagné les 80 000 $ qui ont sauvé votre entreprise. Et si vous méprisez autant mon travail, remboursez-moi tout de suite. Dès que je l'ai dit, il a sursauté, le visage rouge, les yeux flamboyants, et a commencé à crier. Je ne te donnerai pas un seul centime. Je t'ai mis au monde, je t'ai élevé, je t'ai nourri, je t'ai éduqué. Sais-tu combien j'ai dépensé pour toi? Et maintenant tu nettoies les chiens et les chats? Tu es une honte. À la seconde où il a terminé cette phrase, j'ai su que j'en avais fini. Après près de 30 secondes de silence, j'ai repris la parole, stabilisant ma voix pour qu'elle ne tremble pas. Si c'est ce que vous ressentez, alors nous n'avons plus rien à faire les uns avec les autres à partir de maintenant. Ne venez plus me chercher. Je me suis retourné pour partir, puis je me suis arrêté, non pas pour m'excuser, mais pour dire une dernière chose. Papa, je n'ai jamais demandé à naître, alors s'il te plaît, ne me jette pas tes soi-disant sacrifices au visage pour me culpabiliser et me faire suivre ton chemin. Et ne les utilise pas comme un levier pour me forcer à porter le poids de cette famille. Et sur ce, je suis sorti, la tête haute, et je n'ai jamais regardé en arrière. Je suis rentré à mon appartement juste avant 21 h ce soir-là. La première chose que j'ai faite a été d'aller directement à la salle de bain. J'ai ouvert l'eau à fond. J'en avais besoin pour laver tout ce que je venais de ramener de ce dîner, le ressentiment, l'injustice, la douleur. Il s'est écoulé près de 20 minutes avant que je ne sorte. Mon corps se sentait plus léger, mon esprit un peu moins lourd, mais, au fond, cette tranquille sensation de vide persistait. J'ai préparé un café noir chaud, en espérant que cela m'aiderait à garder la tête claire cette nuit-là. Alors que j'étais assis silencieusement près de la fenêtre, je me suis retrouvé à dériver vers l'année de mes 18 ans, le jour où j'ai quitté la maison avec rien d'autre qu'une vieille valise, quelques vêtements de rechange et le peu d'argent que j'avais économisé moi-même. Même si je travaillais déjà à temps partiel, j'avais du mal à couvrir les frais de subsistance de base, mais pas une seule fois au cours de ces années, mes parents ne m'ont demandé si j'allais bien. Je me souviens avoir vécu dans un minuscule studio pendant les 2 premières années après l'obtention de mon diplôme. Chaque mois, je faisais des économies sur tout pour suivre les paiements de mes prêts étudiants. Puis, au cours de ma 3e année, quelque chose d'inattendu s'est produit. C'était un dimanche après-midi tranquille. Je n'avais pas de quart de travail ce jour-là et aucun projet. Une idée aléatoire m'est venue à l'esprit, presque comme une blague, pourquoi ne pas essayer de filmer une vidéo sur la façon de prendre soin des animaux de compagnie? Alors je l'ai fait. J'ai empilé des livres et des boîtes à chaussures pour faire un trépied de fortune, j'ai calé mon téléphone et j'ai parlé comme si je discutais avec un ami. Quand j'ai terminé, j'ai téléchargé la vidéo sur Facebook et YouTube. Je ne m'attendais pas à grand-chose, je le faisais juste pour le plaisir. Supposons que quelqu'un tombe dessus, tant mieux. Sinon, tant pis. Mais en 2 jours, la vidéo est devenue virale. Près de 3 millions de vues en moins de 48 heures sur toutes les plateformes.
Je n'arrivais pas à y croire. Je continuais à rafraîchir la page, pensant que c'était peut-être un problème technique. Puis les commentaires et les messages ont commencé à affluer, et c'est là que j'ai compris, les gens avaient besoin de ce que j'avais à partager. Alors j'ai fait d'autres vidéos. Au début, je pensais que je partageais des connaissances. Mais un mois plus tard, j'ai reçu mes premiers 2000 $ grâce aux publicités et au parrainage. Je me souviens avoir regardé ce chiffre sur mon écran pendant longtemps, stupéfait, un peu anxieux, me demandant si je rêvais. Mais le chiffre continuait de croître. 9 mois plus tard, ma chaîne YouTube atteignait 1 million d'abonnés. À la fin de la première année, j'avais plus de 2 millions d'abonnés sur toutes les plateformes. C'est alors que les marques de soins pour animaux de compagnie ont commencé à me contacter. Elles voulaient collaborer, sponsoriser des vidéos et m'envoyer des produits à examiner. Et j'ai réalisé que ce n'était plus seulement un passe-temps. C'était quelque chose de réel, quelque chose de plus grand. Et finalement, avec le soutien de mon public, j'ai ouvert ma première animalerie. J'ai nommé le magasin Whisker & Paw, un endroit non seulement pour prendre soin des chats et des chiens, mais aussi pour répandre la gentillesse et l'amour, les choses auxquelles j'aspirais enfant, mais que je n'ai jamais vraiment ressenti de la part de ma famille. Le premier emplacement a connu un succès plus grand que je ne l'aurais jamais imaginé. C'était peut-être grâce à la communauté qui m'avait soutenu depuis mes premières vidéos, ou peut-être était-ce parce que les gens pouvaient sentir la sincérité avec laquelle je traitais chaque client, à la fois ceux à 2 pattes et ceux à 4 pattes. Après quelques mois, j'ai dû embaucher plus de personnel, prolonger nos heures d'ouverture et commencer à chercher un deuxième emplacement. 1 an plus tard, la deuxième succursale a ouvert ses portes. Et maintenant, 4 ans plus tard, Whisker & Paw s'est développé à cet emplacement dans les arrondissements de la ville, avec plus de 30 employés à temps plein et à temps partiel. Certains d'entre eux sont avec moi depuis le premier jour, d'autres viennent de se joindre à nous il y a quelques mois, mais chacun d'entre eux fait partie de la famille que j'ai bâtie de mes propres mains. Même si tout s'est bien passé, je ne m'en suis jamais vanté, surtout pas auprès de ma famille et de mes proches. J'ai appris cette leçon d'un mentor de l'industrie, un homme qui m'a donné de précieux conseils même lorsque je n'étais encore personne. Je me souviens encore de ce qu'il m'a dit, ne jamais étaler ton succès, même pas à tes parents. À l'époque, je ne comprenais pas. Je me disais, pourquoi ne pas le partager avec ta propre famille? Ne devraient-ils pas être les premiers à savoir si tu as fait quelque chose de bien? Mais plus je vieillis, plus je comprends, tout le monde porte un peu d'envie, certains plus que d'autres. Et lorsque vous parlez de votre succès, les gens ne se contentent pas de vous admirer, ils vous voient comme un portefeuille ouvert. Ils vous demanderont d'emprunter de l'argent, de leur présenter des idées d'affaires ou, à tout le moins, s'attendront à ce que vous les aidiez parce que nous sommes une famille. Et lorsque vous dites non, l'admiration se transforme en amertume, en ressentiment. J'ai donc choisi de me taire. Je rentrais toujours à la maison pour les fêtes. J'apportais toujours des desserts, des cadeaux et parfois une bonne bouteille de vin ou un cadeau attentionné pour maman. Mais je ne parlais jamais de revenus, je ne mentionnais jamais le personnel, je ne partageais jamais les projets à venir. Pour eux, j'étais juste Adam, le gars qui s'occupe des animaux de compagnie. Et honnêtement, je préférais que ce soit comme ça. Environ 6 mois après ce dîner de Pâques, je n'ai pas envoyé de SMS, ni appelé, ni rentré à la maison. Et mes parents, Charles et Margaret Walker, sont restés tout aussi silencieux. Pas de SMS pour prendre des nouvelles, pas d'appel téléphonique surprise. C'était comme si ma disparition avait été prévue depuis le début. Je n'étais pas triste. Au contraire, au cours de ces premiers jours, me réveiller sans avoir à vérifier s'il y avait un message de maman m'a semblé être un poids en moins sur la poitrine. Chaque soir, je pouvais m'asseoir seul dans mon appartement tranquille, siroter un café tard le soir et me concentrer sur mon travail sans être ramené à ce vague sens du devoir envers la famille. Pour la première fois depuis des années, je pouvais enfin nommer ce sentiment, c'était la liberté. Mais un matin de week-end, il y a environ 6 mois, alors que j'étais sur le point de me verser une deuxième tasse de café, mon téléphone a sonné. C'était papa. Lorsque son nom est apparu à l'écran, je me suis figé au milieu de la cuisine, la tasse de café encore à moitié pleine à la main. Mon pouce a plané au-dessus du bouton de refus, mais je ne l'ai pas appuyé. Pendant une fraction de seconde, une étrange pensée m'a traversé l'esprit, et s'ils avaient changé? Et s'ils appelaient pour s'excuser? Je ne sais pas pourquoi je me suis laissé penser cela. Peut-être qu'une partie de moi voulait encore croire qu'ils avaient réfléchi à tout après cette nuit-là. Au fond de moi, peut-être que je gardais encore une lueur d'espoir, juste une petite.
Après quelques sonneries, j'ai répondu. La voix de mon père s'est fait entendre immédiatement. Pas de bavardage, pas d'hésitation. Il a dit, « Adam, l'entreprise est en grave difficulté. Matteo a signé le mauvais contrat. Maintenant, nous envisageons 120 000 $ de dommages et intérêts. Peux-tu nous aider? Pour la réputation de la famille, pour le nom des Walker. » Et sans même réfléchir, j'ai répondu, 180 000 $ était plus que suffisant, papa. Si tu veux mon aide, commence par rembourser cette somme. Silence à l'autre bout du fil. Je pouvais dire qu'il était en colère ou déçu, mais je m'en fichais maintenant. Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit d'autre, j'ai ajouté, et si la seule chose que vous essayez de sauver est le nom de famille, permettez-moi de vous rappeler que ce nom ne m'a jamais défendu. J'ai raccroché et je les ai laissés régler le problème des 120 000 $ par eux-mêmes. Après avoir refusé aussi fermement mon père au téléphone la veille, je pensais qu'il me laisserait enfin tranquille. Mais je les ai sous-estimés. Le lendemain matin, juste après 7 heures, ma sonnette a commencé à sonner, fort, rapidement, avec insistance. Il n'y avait rien de poli ni d'hésitant à ce sujet. C'était insistant, exigeant. C'était comme si quelqu'un essayait de me forcer à sortir. Lorsque j'ai ouvert la porte, je me suis figé pendant une seconde. Mes parents et Matteo se tenaient là. Je ne les ai pas invités à entrer. Je me suis tenu sur le seuil, bloquant complètement l'entrée, un signal clair, ce n'est plus notre espace commun. Je savais déjà pourquoi ils étaient là, alors je l'ai dit directement, ma voix ferme mais calme, si vous êtes là pour les 120 000 $, faites demi-tour. Je n'aide pas. Mon ton n'était pas fort, mais chaque mot résonnait fort et clair dans le couloir silencieux. Dès que j'ai terminé, ma mère a fait un petit pas en arrière. Ses yeux étaient rouges, pas vraiment à cause des pleurs, mais à cause de quelque chose d'autre, peut-être du stress, peut-être de la déception, peut-être de la colère sans nulle part où aller. Elle a parlé ensuite, la voix tendue, mais essayant de paraître douce. Adam, tu as toute une chaîne d'animalerie. 120 000 $, ce n'est pas grand-chose pour toi. Je t'en supplie. Si tu n'aides pas, l'entreprise s'effondrera. Notre famille perdra tout. Puis Matteo s'est avancé d'un demi-pas. Il ne m'a pas regardé dans les yeux. Sa voix était plus douce que je ne l'avais jamais entendue. Adam, s'il te plaît, juste cette fois. Je sais que j'ai foiré. Je sais que j'ai tout gâché. Je n'ai rien dit. Je les ai laissés parler. Je n'ai pas interrompu. Je n'ai pas secoué la tête. Je les ai juste regardés, les mains agrippant toujours le cadre de la porte, comme si je lâchais prise, les frontières que j'avais construites s'effondreraient à nouveau. Puis, après quelques instants de silence, j'ai répondu, lentement, clairement, partez avant que j'appelle la police. Le visage de mon père s'est durci instantanément. Ma mère a ouvert la bouche comme si elle voulait dire quelque chose de plus, mais je ne lui en ai pas laissé l'occasion. Je l'ai répété, plus fort cette fois, pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Je n'ai plus rien à faire avec vous. Vous devez tous vivre avec les conséquences de vos choix, votre favoritisme, votre silence. Matteo, si l'entreprise s'effondre, ce n'est pas une tragédie, c'est une conséquence. Et je ne suis pas responsable de sauver qui que ce soit. Puis j'ai fermé la porte, fermement, définitivement. Après leur départ, je suis retourné à ma tasse de café maintenant froid, mais mon esprit avait déjà commencé à s'emballer dans une direction différente. Une question s'était glissée tranquillement dans mes pensées, à peine un murmure, mais assez forte pour m'arrêter à mi-gorgée, comment savait-il que j'avais 7 magasins? Je ne leur ai jamais dit. Je ne l'ai jamais mentionné. J'ai toujours gardé mes distances, même lors des rares réunions de famille avant que tout ne s'effondre. Je n'ai jamais partagé de détails sur mon entreprise, son ampleur ou combien je gagnais. Ils n'utilisaient pas Instagram et ne me suivaient pas sur LinkedIn. Puis j'ai compris, YouTube. La seule chose que je ne pouvais pas cacher. L'endroit où je publiais encore des vidéos sur les soins aux animaux, des clips doux et attentionnés où je parlais de mon travail et de mon amour pour les animaux. Peut-être que quelqu'un qu'ils connaissaient leur a envoyé un lien, ou peut-être l'ont-ils trouvé par eux-mêmes. À ce moment-là, un frisson m'a parcouru l'échine. Non pas parce que j'avais peur qu'ils aient découvert, mais parce que je savais exactement quel genre de personne ils devenaient lorsqu'ils voyaient quelque chose qu'ils pouvaient exploiter. Je n'ai pas hésité. J'ai sorti mon téléphone, ouvert l'écran des messages et tapé chaque mot avec une clarté absolue, chaque phrase frappant comme un coup d'avertissement à la porte. Si toi,
maman ou Mathéo prenez des mesures qui nuisent à ma réputation ou à mon entreprise, je vous poursuivrai en justice. Je suis sérieux. J'ai appuyé sur envoyer. Et à ce moment-là, j'espérais, vraiment espérais, qu'il ne franchirait pas la ligne. Même si j'avais envoyé un message d'avertissement évident, Mathéo n'arrêtait toujours pas. Le lendemain, il a posté sur Facebook, Reddit et Instagram. Je ne l'ai pas lu immédiatement, mais ensuite, des gens que je connaissais ont commencé à me l'envoyer. Les employés de l'entreprise ont commencé à me poser des questions et les médias ont commencé à appeler. Je n'avais pas besoin de lire chaque mot pour savoir exactement ce qu'il avait écrit. Son message prétendait que j'avais abandonné ma famille lorsqu'elle était au bord de la faillite, que j'avais refusé mes parents sans hésiter lorsqu'ils étaient venus me demander de l'aide. Il a même dit que je les avais mis à la porte de chez moi comme s'ils étaient des étrangers. Et, bien sûr, il a souligné que ce n'était pas la première fois que je maltraitais ma chair et mon sang. L'histoire était tellement déformée que je ne pouvais même plus reconnaître les parties qui étaient authentiques. Mais la vérité n'a pas d'importance pour les gens. Tout ce qu'ils veulent, c'est un récit tout fait, plein d'émotions, un méchant froid et riche, une famille innocente en difficulté et une fin assez amère pour qu'ils la partagent, en face des commérages et la jugent. À la fin de ce même matin, juste après la publication de Mathéo, j'ai commencé à perdre des clients. Les rendez-vous de toilettage ont été annulés, les uns après les autres. Les pages de médias sociaux de mon entreprise ont été inondées. Certaines personnes ont envoyé des messages haineux directement dans ma boîte de réception. Et je courais le risque très réel de devoir fermer mes magasins si je n'agissais pas. Cet après-midi-là, je suis allé voir Brian, l'avocat qui était aussi un vieil ami. Il m'a aidé à rédiger le contrat de bail pour le premier emplacement de mon magasin. Je n'ai pas appelé à l'avance. Je lui ai juste envoyé une ligne, j'ai besoin de te voir d'urgence. Brian m'a inséré entre deux réunions. Son bureau était le même que lorsque j'y étais, propre, calme et baigné de lumière naturelle provenant d'un mur de fenêtre. Il s'est assis derrière son bureau, les doigts entrelacés, pendant que je lui racontais tout du début à la fin. Je lui ai remis des copies imprimées des commentaires, des rapports de revenus montrant l'impact et une capture d'écran du message original de Mathéo, des preuves que j'avais sauvegardées. Quand j'ai terminé, il a levé les yeux, a croisé les bras et m'a adressé un demi-sourire que je n'arrivais pas à déchiffrer. Puis Brian a parlé, « Tu viens de toucher le jackpot, Adam. » J'ai froncé les sourcils. Quelques secondes se sont écoulées avant que je ne demande doucement, « Que veux-tu dire ?» Brian a légèrement ricané et a penché la tête vers moi. « Je veux dire que tu n'as rien à craindre. Tout ce que Mathéo a fait, le message, les dommages causés à ton entreprise et à ta réputation personnelle et de marque, constituent une affaire civile solide. Et avec la quantité de preuves que tu as, je peux te dire tout de suite que tu peux t'attendre à un joli pactole. » J'ai eu l'impression que quelque chose de lourd avait été enlevé de ma poitrine à ce moment-là. Brian a poursuivi, calme et constant, « Mathéo va être tenu responsable de ce qu'il a fait, légalement et financièrement. Et si le tribunal statue équitablement, l'indemnisation pourrait dépasser tout ce que tu as perdu. » Je n'ai rien dit d'autre. J'ai juste hoché la tête. Puis j'ai ouvert mon sac, j'ai sorti les documents que j'avais préparés, je les ai posés sur la table et j'ai dit à Brian, « Rédige l'affaire. Je te donne toute autorité pour gérer cela. » À ce moment-là, Brian a souri et m'a tendu la main, non pas pour me féliciter, mais pour une poignée de main qui marquait un début sans fioriture. Cet après-midi-là, j'ai signé la procuration. Cette fois, il n'y avait pas de SMS d'avertissement, pas d'attente que quelqu'un change, pas de place pour l'émotion. J'allais poursuivre en justice. Et, pour la première fois de ma vie, je ne me sentais pas coupable de le faire. Quelques semaines après que j'ai signé la procuration, l'avocat de Mathéo a contacté Brian. Il voulait parler d'un règlement. Je n'étais pas surpris. Les gens comme eux ne viennent à la table que lorsqu'ils sont au bord du gouffre. Ce n'est que lorsqu'ils ont perdu le contrôle qu'ils prétendent soudainement vouloir régler les choses pacifiquement. Et comme je m'y attendais, Brian m'a appelé dans son bureau ce jeudi après-midi. Il a placé un dossier mince devant moi et a dit avec désinvolture, « Ta famille veut proposer un accord. » Je l'ai regardé sans rien dire. Brian a ouvert le dossier, a glissé la première page vers moi et a poursuivi, « Ils veulent vendre l'entreprise. En échange, ils aimeraient rester en tant que conseillers internes. » Je suis resté assis là, à parcourir les lignes. Rien n'était techniquement faux. Rien ne manquait de logique, sauf une chose, je ne voulais plus avoir affaire à eux. J'ai levé les yeux, ma voix calme, pas amère,
juste la clarté de quelqu'un qui en avait fini avec les compromis sans signification. Dis-leur que je ne suis pas intéressé. Brian a légèrement hoché la tête. Il n'a pas demandé pourquoi. Je me suis levé, j'ai attrapé mon manteau, puis je me suis tourné vers lui avant de sortir. Je n'achète pas l'entreprise. Je n'embauche pas de parents comme consultant. J'ai marqué une pause, puis j'ai ajouté, pour sceller le tout, je ne sauve pas une famille juste pour continuer à être traité comme un portefeuille ambulant. 3 mois après que Matteo ait publié de fausses informations, le procès a officiellement commencé. Le palais de justice du district de Manhattan n'était pas loin de mon appartement, mais je suis parti plus tôt ce matin-là. J'avais besoin de quelques minutes de silence dans la voiture pour respirer, me calmer et me rappeler que je faisais la bonne chose, non pas par colère, mais pour la justice. Lorsque je suis entré dans la salle d'audience, Matteo était déjà là. Il était assis à côté de son avocat, le visage tendu, essayant de garder son sang-froid. L'arrogance avait disparu. De même que ce regard méprisant qu'il me lançait chaque fois que nous nous disputions à la maison. Ce jour-là, il baissait plus les yeux qu'il ne regardait devant lui. J'ai gardé les yeux fixés vers l'avant. Brian était entièrement préparé. Il a exposé chaque catégorie de pertes, contrats annulés, magasins contraints de fermer, baisse de revenus et indemnités versées aux employés. Les reçus, les documents et les tampons officiels étayaient chaque demande. Rien n'était exagéré. La partie adverse de Matteo a essayé de déformer les faits, affirmant que le message était personnel, qu'il ne s'attendait pas à ce que les conséquences soient aussi graves, que les gens avaient mal compris. Mais personne dans cette salle d'audience ne croyait que près de 30 000 actions résultaient d'un malentendu. Je n'ai pas levé la tête lorsque le juge a lu le jugement sommaire. Je n'avais pas besoin de voir Matteo. J'ai juste écouté les mots raisonnés, stable, impassible, le défendeur, Matteo Walker, est reconnu coupable de dommages commerciaux importants et est condamné à indemniser le demandeur, Adam Walker, pour les pertes directes s'élevant à 248 000 $. Un moment de silence a suivi la décision. Je me suis levé. Je n'ai pas regardé Matteo. Je n'ai pas cherché une réaction de mes parents. Ils n'étaient pas là. Je suis sorti de cette salle d'audience comme si j'avais enfin mis le point final à une longue phrase décalée qui n'avait plus besoin d'être écrite. Cette fois, j'ai gagné. Non pas parce que je voulais donner une leçon à quelqu'un, mais parce que j'ai finalement cessé de laisser les choses passer. Après le procès, j'ai entendu dire que Matteo avait dû vendre l'entreprise, celle qu'ils appelaient autrefois l'héritage familial, et même sa propre maison, juste pour trouver les 248 000 $ que le tribunal lui avait ordonné de me verser. Je n'ai pas demandé de détails. Je ne me suis pas renseigné. Je ne me suis pas demandé comment il s'en était sorti. Pour moi, cela n'avait plus d'importance. Tout ce que j'avais besoin de savoir, c'était ceci, je les ai avertis, et ils n'ont pas écouté. Ils ont choisi cette voie, alors ils ont dû en assumer les conséquences. Les 6 mois suivants se sont déroulés dans la paix. Mais ensuite, il y a 3 jours, un matin de bonne heure, tout est revenu d'une manière qui semblait bien trop familière. C'était un samedi. Le ciel était gris, et ma sonnette a sonné à 7 heures du matin, la même heure à laquelle il s'était présenté une fois pour me demander 120 000 $. Je me suis dirigé vers la porte, je l'ai ouverte, et j'ai été surpris de voir ma mère se tenir là, les yeux rouges, le visage creusé, sa main agrippant la sangle de son sac comme si c'était la seule chose qui l'empêchait de s'effondrer complètement. Elle n'a pas parlé au début. Puis, d'une voix petite et lourde, elle a dit, « Ton père, il est à l'hôpital. » C'est grave cette fois. Le traitement coûte près de 20 000 $. Je sais que j'ai eu tort. Mais s'il te plaît, juste cette fois, aide-moi. Je suis resté immobile. À ce moment-là, je ne ressentais pas de colère. Je ne ressentais pas de pitié. Juste une sorte de vide qui montait dans ma poitrine, un sentiment que je connaissais trop bien chaque fois que je réalisais que j'étais pris dans la même vieille boucle encore et encore. Je l'ai regardé un moment de plus, puis tranquillement, presque comme une expiration plus qu'une phrase, j'ai dit, « Pour moi, mes parents sont morts le jour où vous avez tous les deux laissé Matteo détruire ma carrière et n'avez rien dit. Et je ne donne pas d'argent aux morts. » Elle s'est figée. N'a pas pleuré. N'a pas supplié à nouveau. Elle est restée là, les lèvres tremblantes, comme si elle voulait dire quelque chose mais n'arrivait pas à le sortir à temps. Je ne l'ai pas fait attendre. J'ai pris une inspiration, puis j'ai dit fermement, chaque mot clair comme de l'eau de roche, demande à ton héritier. Et sur ce, j'ai doucement refermé la porte, pas brutalement,
juste assez pour lui faire savoir que cette fois, elle ne s'ouvre plus. À ce stade, certains d'entre vous pourraient penser que je suis insensible, que je suis cruel, peut-être même impitoyable. Si c'est ce que vous pensez, je ne demande qu'une chose, s'il vous plaît, ne vous précipitez pas pour me juger. Parce que la vérité est que, ce même après-midi, après le départ de ma mère, je suis allé à l'hôpital. Je ne suis pas entré dans la chambre de mon père. Je ne suis pas resté près de la fenêtre comme dans certains films. J'ai appelé le bureau d'information, j'ai donné son nom et j'ai demandé des nouvelles. J'y suis allé pour vérifier, pour voir si elle avait dit la vérité. Et il s'avère qu'elle l'avait fait. Mon père était hospitalisé, et le traitement coûtait près de 20 000 $, comme elle l'avait dit. Les documents étaient juste là devant moi. Et, pendant une fraction de seconde, j'ai presque sorti ma carte de crédit. Mais juste après, mon esprit est revenu à Pâques il y a 1 an, le jour où ils ont levé leur verre, ont publiquement remis tout à Matteo, et m'ont dit que je devrais être compréhensif. Le lendemain matin, encore pas tout à fait lucide à cause de la confusion de la veille, j'ai passé quelques coups de fil par le biais de contacts dans le monde de l'immobilier. J'ai confirmé que mes parents étaient toujours propriétaires de leur maison. Elle n'avait pas été hypothéquée. Elle n'avait pas été transférée. Et actuellement, elle est évaluée à environ 400 000 $. Avec un bien comme celui-là, il pourrait facilement le vendre pour couvrir les frais médicaux. Alors, non, je n'ai pas payé les frais d'hospitalisation. Au lieu de cela, j'ai envoyé à ma mère un seul message, vous avez toujours la maison. Vendez-la pour payer le traitement de papa. Elle n'a pas répondu. Je ne sais pas si elle a hésité par attachement, ou parce que cette maison était toujours censée être gardée pour Matteo, ou peut-être qu'elle n'arrivait pas à croire que je n'interviendrais pas comme toujours. Quelle que soit sa raison, je m'en fiche maintenant. La vendre ou la garder, c'est leur décision. Mais j'ai pris la mienne, et cette fois, je ne reviens pas. Après tout ce qui s'est passé, je n'attends plus rien de ma famille. Mais cela ne signifie pas que j'ai perdu la foi dans l'idée de la famille elle-même. J'en suis venu à comprendre que la famille n'est pas toujours là où l'on est. Parfois, c'est là où l'on choisit d'appartenir. Je croyais que si j'essayais assez fort et si je me sacrifiais suffisamment, il finirait par le voir et l'apprécier. Mais la vérité est que certaines personnes ne reconnaissent ce que vous avez donné qu'au moment précis où il ne vous reste plus rien à donner. Cette histoire n'est pas destinée à susciter la colère ou à faire pitié à qui que ce soit. Je la partage parce que je crois que quelqu'un là-bas écoute, quelqu'un qui a été dans la même situation que moi, on s'attendait à ce qu'il porte le fardeau, on s'attendait à ce qu'il le comprenne, on s'attendait à ce qu'il soit toujours fort juste parce que c'était lui qui s'en sortait le mieux. Si c'est vous, je veux dire une chose, vous n'êtes pas une mauvaise personne pour dire non. Vous n'êtes pas égoïste de refuser d'être exploité encore et encore. Parfois, la gentillesse a besoin de limites, et parfois l'amour doit être abandonné s'il est unilatéral et que vous êtes le seul à vous accrocher. Et avant de terminer l'histoire, je veux vous demander, à ceux qui sont restés, à ceux qui ont patiemment écouté les derniers moments, ai-je eu tort de choisir de m'éloigner d'une famille qui, à maintes reprises, m'avait traité comme un plan de secours, pour ensuite me tourner le dos quand je n'avais plus rien à donner? Ai-je été trop dur en refusant d'aider quelqu'un qui m'avait autrefois refusé, surtout quand j'avais le plus besoin de lui? Laissez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Je veux vraiment savoir, si vous étiez à ma place, qu'auriez-vous fait? Et si l'histoire vous a fait réfléchir, si elle a touché quelque chose de réel en vous, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de la partager avec quelqu'un qui, selon vous, pourrait avoir besoin d'entendre une histoire comme celle-ci, aussi. Merci d'avoir écouté. Je vous reverrai dans l'histoire suivante.